Je suis toujours en compagnie de Fabrice Valmier, cofondateur de VTScan. Donc, je continue à dire une plateforme qui met en relation agences et annonceurs, même si c'est bien plus complexe que ça. On a vu que vous faisiez du consulting et de la... Vraiment un cabinet de conseil entre annonceurs et agences. Alors, quelle expertise vous aviez? Moi, j'ai eu un parcours assez classique pendant une dizaine d'années en agence de publicité. Et ensuite, j'ai eu la chance, je dis la chance parce qu'on s'en sort pas toujours, de faire la bulle Internet entre 99 et 2002. J'étais dans la plus grosse web agency à l'époque, qui est passée de 300 à 1000 personnes en un an. J'ai eu la chance de bosser sur les plus gros sujets de l'époque. Donc, j'ai fait par exemple la V1 de voyagesncf.com. D'accord. Donc, ça a été, et vous voyez, dans une ère digitale aujourd'hui, c'est des expériences qui servent tous les jours. Alors justement, qu'est-ce qui a changé dans le digital? Dans le digital, Ouais, quelle est la problématique aujourd'hui à laquelle vous devez répondre pour les entreprises? on les aide à avoir une meilleure considération, on les aide à avoir une meilleure émergence, et dans le choix des partenaires notamment, à pouvoir émerger, parce que la concurrence a grandi, vous avez des concurrents barbares indirects qui n'existaient pas il y a 3 ans qui arrivent et qui vous pètent votre business model, etc. Vous avez des plateformes dans le tourisme, des pure players qui s'installent. Vous pensez à Airbnb là? Ben, par exemple, Airbnb a quand même fortement impacté le business model de Accor ou de Club Med ou Et de. donc, qu'est-ce que vous avez changé pour ces boîtes-là? Ben, on les accompagne. D'abord, on les aide à se mettre, je pense, en posture de pure player. On aide les annonceurs à se dire, pas à devenir des pure players, c'est pas le débat. Alors, définissez-moi pure player pour qu'on soit bien d'accord sur le terme. Un pure player, c'est une plateforme. C'est pour ça que je reprenais le mot de plateforme tout à l'heure. Un pure player, c'est un acteur de e-commerce, notamment, donc digital. Oui, parce que c'est Donc, une vraie nécessité aujourd'hui d'être dans le digital. On ne peut pas s'en soustraire, hein. Ah bah non, on peut pas s'en soustraire. Ça fait partie du monde actuel. Ce qui est important pour on va dire pour les deux catégories. Pour les annonceurs qui viennent du monde traditionnel, ce qui est important pour eux, c'est de se mettre en posture face aux pure players, donc de se mettre en posture de pure player. D'accord. C'est de la sémantique, mais c'est de se dire quelles sont les forces du digital qu'on peut mettre à profit pour nous quand on est une enseigne de distribution, un Decathlon, un boulanger, un qui vous voulez, et comment on peut aujourd'hui se mettre en posture de pure player pour ne pas être impacté, ou en tout cas utiliser les mêmes forces qu'utilise Amazon. Donc ça, c'est pour les acteurs traditionnels. Mais on a aussi des clients qui sont les pure players. Oui. Et donc aujourd'hui, les pure players, on les accompagne. Avant, il suffisait de développer son modèle de pure player, et puis si on était sur un bon modèle, ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, un Sarenza, pour prendre un pure player qu'on a accompagné, ou un eBay qu'on a accompagné aussi, ces gens-là, un Sarenza qui fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour monter la page, pour faire la version suivante de sa croissance, doit absolument non pas simplement développer sa plateforme et mettre des produits en ligne, renforcer sa marque, renforcer sa stratégie de branding, sa stratégie de communication, et devenir une vraie marque. Et c'est déjà une marque, hein. Il n'y a pas qu'une marque pour dire voilà, je suis Sarenza et j'existe. Il y a soit je suis une marque qui est extrêmement désirée et qui donc donne envie et crée la différence, soit si je ne le fais pas, tous ces acteurs e-commerçants vont mourir parce qu'ils vont être considérés comme des petites marketplaces face à Amazon et à l'efficacité d'Amazon. Donc aussi bien des acteurs traditionnels ont besoin aujourd'hui de penser à remettre à plat leur organisation, leur stratégie de communication, leur travail avec leurs partenaires, simplement pour continuer à faire du business.
Ok, et essayez de me dire, parce qu'il y a plein de gens plein de jeunes entrepreneurs qui mettent un peu le digital de côté. Éventuellement, ils ont un site de présentation, un site vitrine, mais voilà, ça s'arrête vite là parce que les gens ne savent pas forcément quoi faire dans le digital. Donc, quels sont les conseils que vous donneriez à des entrepreneurs, la base de la base qu'on doit avoir? À la base de la base, parce que ça dépend des métiers. Il faut pas non plus surinvestir dans le digital si ça fait pas partie de vos métiers. À minima, il faut que la vitrine soit, donc la vitrine c'est le site, soit extrêmement simple, extrêmement qualitatif dans sa simplicité, parce que c'est quand même la première expérience avec l'entreprise. Donc si l'expérience avec l'entreprise elle est galère sur le site, ça véhicule toute la galère derrière, donc ça décourage. Donc il faut quelque chose de simple, d'efficace. Donc ça c'est le premier point. Et à l'intérieur de ça, si on peut être un petit peu technique, il faut renforcer le SEO. Le SEO, c'est tout le travail de sémantique de ce qui est écrit sur le site, et que les robots de Google vont regarder quand ils vont passer sur l'ensemble des pages. D'accord. Alors, par exemple, par exemple, si vous êtes dans la plomberie, ça va être important d'aller capturer le mot plomberie, plombier, problème de plomberie, fuite, etc. Et d'aller renforcer ces notions sémantiques et d'avoir une charte éditoriale qui soit bien en phase avec le métier, parce que le jour où vous, moi ou n'importe qui tape problème de fuite, plombier à domicile, plombier pas loin, c'est important parce que ces pages-là qui seront repérées par les robots de Google, c'est ce qui fait que dans la recherche, dans la requête de l'internaute, elles vont remonter très vite. Ok, quoi d'autre comme conseil? Le deuxième point, c'est d'étendre cette visibilité du site sur le mobile. C'est-à-dire faire une application pour les mobiles? Ou que le site soit nativement ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'il fonctionne aussi bien sur mobile que sur un ordi, voilà. Pour une raison simple, tout va se faire sur le mobile. Ouais, c'est pas bête ça, j'avais pas pensé. C'est bête, c'est évident, mais j'avais pas pensé. Mobile first, comme on dit. Donc, je croyais que ça se faisait automatiquement, en fait, je suis une grosse naïve. C'est pas systématique, c'est pour ça que l'expérience sur l'ordinateur peut être très bien, puis tout d'un coup on se retrouve sur le mobile en attendant le bus, on essaie de trouver, puis et là c'est la galère. Bon bah on passe à autre chose. Ouais, exact. Quoi d'autre? Par rapport au digital, oui, vous voulez dire? Enfin, si vous voyez d'autres conseils, moi je suis friande de conseils. Et c'est important de savoir aussi où s'arrêter, parce qu'il ne faut pas se disperser à passer un temps dingue là-dessus, parce que pendant ce temps-là, le reste du business se fait pas. Selon les métiers, c'est important de donner une transparence sur les prix, de donner une immédiateté de réponse sur l'intervention qu'on peut faire, comment on peut aider ses clients. Donc là aussi c'est un petit peu difficile pour vous répondre, parce que si on parle de quelqu'un qui a une boulangerie, ou si on parle je me dirais qu'un boulanger, a priori, il n'a pas trop besoin d'un site, c'est pas... je suis pas d'accord. C'est vrai, pourquoi? D'accord, parce que, mais oui, on va passer d'un boulanger ou on va passer à KFC et on va voir que les besoins sont pas les mêmes, mais un boulanger, il a un problème de flux. C'est-à-dire que les gens viennent entre 7h30 et 9h, après ils viennent à midi, et après ils viennent à 18h, entre 18h et 20h. Et en quoi le digital va pouvoir les aider? Le digital va pouvoir l'aider parce que moi j'ai vu un boulanger qui avait mis un système de réservation de sa baguette et d'un gâteau en ligne. Donc ça lui permet de fidéliser de manière très souple avec ses clients de proximité. C'est quand même un engagement vis-à-vis des clients, parce que comme ils habitent tous à 100 mètres, ils peuvent pas ne pas passer, ou alors s'ils le font, ils le font pas deux fois, s'ils réservent une baguette. Donc il y a une notion de service, parce que combien de fois on passe à 20h en se disant je voudrais une baguette, il nous en reste plus. Bon, au moins là il en reste. Et puis d'un point de vue business, ça a permis d'augmenter le panier moyen de ce boulanger de manière extrêmement sensible. Parce qu'une fois que vous êtes sur
la petite appli pour réserver la baguette. Ouais, vous avez 2-3 produits autour, puis vous dites, ah, tiens, je vais prendre un pain au seigle ou un pain aux noix, voilà, pof. Donc le panier a explosé. Ah ouais, vraiment Donc étonnant. c'est pour un boulanger. Après, vous prenez, je le prends à l'inverse, mais prenez McDonald's ou KFC. Bon, bah, McDonald's, vous voyez bien que les bornes digitales qui ont été réalisées par McDo, elles ont permis quoi? Elles ont permis, de traiter le temps d'attente dans les queues, voilà, donc on les traite. Pareil, le panier moyen sur les bornes, il est beaucoup plus important, je ne donnerai pas les chiffres, mais il est beaucoup plus important sur les bornes en termes de commandes que quand on est devant la caisse. Je vous donne une seule raison, par exemple, c'est que quand vous êtes à la caisse, il y a du monde derrière, donc vous êtes stressé et il faut vous dépêcher parce que il y a les suivants qui attendent et que tout le monde s'impatiente. Ouais. Vous prenez pas le produit supplémentaire. Quand vous êtes sur une borne, vous avez plus de temps. Donc c'est juste pour vous montrer sur d'un petit artisan indépendant à une très grande entreprise mondiale que le digital est une chance pour amener du business et qu'après, il faut être très pragmatique dans son utilisation. Ben, ça veut dire que vous conseillez à vraiment tout le monde d'y passer. Ça fait partie des nouveaux points de contact avec ses clients. Donc le premier média dans la distribution, que ce soit pour un indépendant ou pour un grand groupe, le premier média, c'est les vitrines. Et puis ce premier média est en train de changer, c'est-à-dire que c'était les vitrines et c'était la télé. Et en fait aujourd'hui, ce qui est consulté 300 fois par jour, c'est un téléphone. Donc et encore la 5G arrive bientôt, etc. Donc plus les tuyaux vont être gros, plus on va consommer d'informations, plus ça va être de la vidéo. Bon, puis pour la galette des rois, pour un boulanger, oui, c'est important d'avoir ça et puis de pouvoir envoyer un petit message à ses clients. Et puis pour une grande entreprise mondiale ou pour SNCF, regardez je veux dire, SNCF, ça a tout changé chez eux le digital. D'abord, ça a permis de créer un site Voyage SNCF qui vend des billets. Moi, je me souviens de la première fois quand on en avait parlé avec eux, quand on leur a dit que ça pouvait vendre des billets d'avion. Je veux dire que chez SNCF, au siècle dernier, se dire qu'on va vendre des billets d'avion, c'est pas inscrit dans le business model. Aujourd'hui, plus personne n'est choqué pour dire ah bah tiens ouais c'est vrai ils vendent même des billets d'avion. Voilà donc c'est la relation au client qui s'est étendue, la chaîne de valeur dans ce qu'on propose aux clients qui s'est étendue. Donc voilà un exemple par exemple. Mais regardez SNCF font aujourd'hui aussi via Ouibus des voyages en bus. Donc les entreprises sont vivantes, elles se transforment. Et la transformation, elle se fait aussi par les nouvelles opportunités de communiquer là-dessus. Et dans ces nouvelles opportunités, le digital en est une. Ok, on va essayer un conseil en management ou en communication pour les entrepreneurs? Un conseil en management, c'est ne pas y aller seul. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être seul chef d'entreprise, mais ça veut dire qu'il faut savoir s'entourer. C'est important de s'entourer. Parce que ne serait-ce que parce que les gens qui sont autour ne vivent pas la situation comme vous, que ce soit vos associés au quotidien ou que ce soit des gens extérieurs. Et comme ils ne vivent pas la même chose que vous, quelque chose qui peut vous stresser, ils vont le regarder d'une autre manière et ils vont vous aider à le relativiser, ils vont vous aider à faire aussi les bons choix et à prendre un petit peu de recul. Et puis une fois qu'on a pris un peu de recul, que le truc est tombé de l'angoisse d'une décision ou autre dans des choix, on est plus serein. Le deuxième point, c'est important d'être solide sur le plan de la gestion, sur le plan de la structuration financière de son entreprise et d'avoir une visibilité là-dessus. D'accord, c'est-à-dire, vous pouvez me développer un peu? On gère et on ne dépense pas avant d'avoir encaissé, quoi. Donc c'est des basiques. Mais c'est souvent ce qui peut faire défaut. Et quand on est un peu court en trésorerie, même si on a des clients, ça commence à se passer mal. Ok, un vœu pour un meilleur entrepreneuriat en France. Vous avez un vœu? Bon, je pense que ça se développe bien, l'entrepreneuriat en France. Je pense que quand on voit ce qui se passe sur la French Tech, quand on voit les jeunes de 20-25 ans, la manière dont ils appréhendent leur carrière professionnelle en se disant qu'il n'y a pas que les grands groupes, mais qu'ils peuvent aussi
s'exprimer, réaliser, se réaliser en montant leur boîte. Je pense qu'il faut savoir se faire peur. C'est bien de se faire peur. C'est normal de se faire peur et de se dire oh là là, je me lance. Ouais, très bien, très bien. Mais il faut savoir se faire peur. Parfois un manque d'accompagnement et comme vous disiez qu'il faut pas dépenser avant d'avoir vendu, l'accompagnement on en a parfois besoin au début et on l'a pas et du coup on fait des bêtises. Oui, c'est pour ça que moi, pour vous dire par exemple ce que j'ai fait en reprenant la société, en fait j'ai été voir une quinzaine d'entrepreneurs. Puis je leur ai demandé les conneries qu'ils avaient faites, ce qu'ils avaient évité, ce qu'ils avaient fait de bien. Ça vous empêche pas d'en faire aussi. Et c'est super intéressant. Eh ben, c'est ce qu'on essaye justement de faire partager sur la chaîne des entrepreneurs. Toutes les bêtises et les solutions que les gens ont trouvées. Fabrice Valmier, merci pour eh bien, cette découverte de votre profession et analyse. On peut bien sûr retrouver le lien vers votre site vitrine, plateforme de conseils dans le descriptif sous la vidéo. Et puis, j'invite évidemment tout le monde à s'abonner à la chaîne des entrepreneurs, justement pour voir toutes les petites difficultés et les petites victoires des entrepreneurs. À bientôt. Très bien, merci beaucoup. Au revoir.